Ravi de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, direction l'Azerbaïdjan. Et le visage de cette femme, Ulviya Ali. Elle est journaliste et elle a été arrêtée en mai 2025 avec actes de violence et menaces de viol pour qu'elle accepte de donner le mot de passe de son smartphone. Ulviya Ali était l'une des dernières journalistes indépendantes de l'Azerbaïdjan, pays dirigé d'une main de fer par Ilham Aliyev, lequel a été reconduit pour 7 ans en février 2024 avec un score suspect de 92% des suffrages, sachant que les forces d'opposition ne s'étaient même pas présentées au scrutin qu'elle qualifiait de farce électorale. Ilham Aliyev, qui se flatte également d'avoir fait plier les Arméniens du Haut-Karabakh en septembre 2023 et qui profite, vous allez voir, du fait que les Européens ont désormais grand besoin des hydrocarbures azerbaïdjanais depuis l'invasion russe de l'Ukraine. L'occasion pour nous de mieux connaître ce pays, l'Azerbaïdjan, entre hydrocarbures, dictature, corruption et, vous allez voir, diverses opérations de désinformation pour nuire aux intérêts de l'Europe. Sortons nos cartes. L'Azerbaïdjan est situé dans le Caucase du Sud, entre l'Europe de l'Est et l'Asie de l'Ouest. Le pays est bordé par la mer Caspienne, la Russie, la Géorgie, l'Arménie, la Turquie et l'Iran. Sa capitale, Bakou, accueille 2,3 millions d'habitants, la population totale du pays étant de 10,2 millions en 2024. Une population composée à 95% d'Azéris, un peuple turcophone à majorité musulmane chiite. La géographie du pays est variée. Des plaines fertiles et des plateaux dans le centre et le sud, et les montagnes du Grand et du Petit Caucase au nord et à l'ouest. Une géographie qui assure une diversité climatique importante et permet une agriculture riche, notamment avec la culture du coton, des agrumes et du raisin. Cet emplacement particulier au sein du Caucase confère également une importance stratégique au pays, qui a été de tout temps un objet de convoitise pour les grands empires qui le bordent, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Islamisées au 7e siècle par les Omeyyades, les populations de la région passent sous la domination des Seldjoukides au 11e siècle, puis celle des Mongols de Gengis Khan au 13e, avant d'intégrer la Perse à partir de la fin du 15e siècle et d'adopter la religion chiite. Mais au début du 19e, la Russie entre en guerre avec la Perse et s'empare du nord de la région, créant la division entre l'Azerbaïdjan actuel et la région iranienne nommée également Azerbaïdjan. Les Russes, en s'emparant du nord de l'Azerbaïdjan et de Bakou, ont mis la main sur une ressource qui va prendre une importance capitale à partir de la fin du 19e siècle, le pétrole. Voici Bakou, future capitale, une ville pionnière pour l'exploitation de l'or noir. Elle connaît un développement phénoménal, passant de 10 000 habitants à la fin du 19e siècle à 210 000 en 1914. Mais la rente pétrolière profite principalement à des investisseurs européens et arméniens au détriment de la main-d'œuvre musulmane locale. Une situation qui va nourrir le nationalisme azerbaïdjanais et créer un fort ressentiment anti-arménien. Avec la chute de l'empire tsariste, l'Azerbaïdjan s'émancipe. Et en 1918, la République démocratique d'Azerbaïdjan voit le jour. Il s'agit du premier État musulman laïque et démocratique au monde. Mais en 1920, la République d'Azerbaïdjan est envahie par l'armée rouge et elle est intégrée de force à l'Union soviétique sous le nom de République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. La mainmise de Moscou sur le pays va durer 70 ans, jusqu'à la chute de l'URSS. 1991, c'est la déclaration d'autonomie. Elle s'inscrit dans un contexte violent, marqué par les répressions des derniers soviétiques contre les nationalistes azerbaïdjanais et par des pogroms contre les populations arméniennes, conséquence de la déclaration d'indépendance du Haut-Karabakh, une enclave peuplée majoritairement d'Arméniens. Le conflit qui suit entre l'Arménie, qui soutient les indépendantistes du Haut-Karabakh, et l'Azerbaïdjan tourne au désavantage de ce dernier, qui accuse d'importantes pertes territoriales. 700 000 Azéris fuient les territoires conquis par les forces arméniennes, tandis que 400 000 Arméniens quittent l'Azerbaïdjan. Et ce conflit dramatique, il va entraîner la chute du gouvernement en place et l'arrivée au pouvoir en 1993 d'un ancien général du KGB,
Heydar Aliyev, un autocrate qui va mettre le pays en coupe réglée et installer une dynastie à la capacité de nuisance très importante, tant localement qu'internationalement. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. À son arrivée au pouvoir, Aliyev va tout miser sur le pétrole. Après un relatif déclin à la fin de la période soviétique, l'exploitation des hydrocarbures connaît avec lui un nouveau développement, notamment grâce à l'appui de la British Petroleum, qui demeure à ce jour l'un des principaux investisseurs privés étrangers dans le pays. En 1994, l'ouverture du complexe pétrolier offshore Azeri-Chirag-Gunashli permet une nette augmentation de la production, mais l'économie stagne à cause de la corruption du régime. Malgré tout, la production continue d'augmenter, notamment avec l'intégration du champ gazier de Shah-Deniz en 1998 dans la stratégie du corridor énergétique voulu par la Commission européenne. Un oléoduc reliant Bakou via Tbilissi à Céane, largement soutenu par le Royaume-Uni, est entré en fonction en 2005, tandis que le gazoduc TANAP relie directement depuis 2018 l'Azerbaïdjan à l'Europe via la Turquie. Les hydrocarbures et leurs dérivés représentent aujourd'hui 90% des exportations du pays. Un poids économique qui fragilise le pays en l'exposant aux fluctuations des prix des hydrocarbures, mais qui lui donne une puissance stratégique très importante grâce à des liens solides avec Israël, la Russie et la Turquie, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Sous l'impulsion d'Ilham Aliyev, qui succède à son père en 2003, l'Azerbaïdjan va renforcer ses liens avec Israël, partenaire du pays depuis son indépendance. Ce partenariat, il assure à l'État hébreu 30% de ses besoins en pétrole et il permet en retour à l'Azerbaïdjan de bénéficier des technologies avancées des Israéliens, notamment dans le domaine militaire. C'est en grande partie grâce à l'équipement israélien que Aliyev fils va moderniser son armée et repartir en guerre contre l'Arménie à partir de 2016 pour le contrôle du Haut-Karabakh. Le partenariat stratégique azerbaïdjano-israélien vise également l'Iran. Les 600 km de frontières communes entre Azerbaïdjan et Iran permettent aux Israéliens de se rapprocher de leur ennemi pour des missions d'espionnage. Israël, qui pour déstabiliser encore son ennemi iranien, n'hésite pas à profiter des velléités nationalistes de certains groupes azéris des provinces d'Iran qui rêvent d'une intégration à la République d'Azerbaïdjan. Et pourtant, malgré ces tensions, les relations entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, tous deux à majorité chiite, restent bonnes. D'importants projets d'infrastructures de transport ayant été mis en place pour développer les échanges commerciaux entre la Russie et l'Asie. Au partenariat avec Israël s'ajoutent des accords plus discrets mais tout aussi importants avec la Russie. L'Azerbaïdjan permet à Moscou de contourner l'embargo qui frappe ses exportations d'hydrocarbures depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. C'est cette dépendance des Russes qui les a en partie poussés à ne pas défendre les Arméniens face à l'agression azerbaïdjanaise de 2022 qui mènera au nettoyage ethnique du Haut-Karabakh. Un conflit où Bakou a également bénéficié du soutien de la Turquie. Ankara a fourni troupes et armements. Les liens entre les deux pays qui partagent la même langue sont anciens et il y a également la volonté d'établir un lien économique et stratégique entre les différents États turcophones de la région. Sauf qu'entre Bakou et Ankara, il y a un territoire arménien. Bakou voudrait en annexer une partie, le corridor du Zangezur. Bakou pourrait ainsi relier son enclave du Nakhitchevan au reste de son territoire et ainsi connecter directement la Turquie via l'Azerbaïdjan aux autres États turcophones d'Asie centrale. À ces liens très forts avec les puissances régionales s'ajoutent des liens plus discrets avec des pays occidentaux comme le Royaume-Uni, premier investisseur étranger en Azerbaïdjan, ou encore la Hongrie ou Chypre qui talonnent la Turquie en matière d'investissement. Sachant qu'avec le conflit en Ukraine, les pays de l'Union européenne ont également augmenté leurs importations d'hydrocarbures azerbaïdjanais. Ce puissant levier de la rente pétrolière, il a permis à l'autocrate Aliyev de gagner en crédibilité diplomatique, malgré la répression féroce, on l'a dit, qu'il exerce dans son pays. Alors voyons quelle est cette nouvelle influence de Bakou. L'Azerbaïdjan a été membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU dans la période 2012-2013. Et en 2019, le pays prend la tête du mouvement des non-alignés aux Nations Unies.
Discrètement, Bakou, qui a intégré le Conseil de l'Europe, se livre également à une diplomatie du caviar en effectuant des versements à des parlementaires européens. En 2017, une enquête mène à l'exclusion à vie de 14 d'entre eux. Dopé par la position stratégique qu'il a acquise, le gouvernement d'Aliyev se montre plus agressif à l'égard de ses opposants réfugiés à l'étranger qui sont éliminés ou menacés. Et en 2022, c'est la France qui devient la cible d'opérations de déstabilisation de la part de Bakou, qui lui reproche son soutien financier et militaire à l'Arménie. Bakou met en place un soutien logistique et financier aux indépendantistes des territoires d'outre-mer français au nom d'un combat contre le colonialisme et le néocolonialisme, réunis autour d'une plateforme numérique, le groupe d'initiative de Bakou. Il orchestre une campagne de désinformation relayée par des chatbots depuis les Jeux Olympiques de Paris de l'été 2024. Voilà pour ce voyage en Azerbaïdjan et cette relation tendue entre Bakou et Paris qui déclenche une attention particulière de Viginum, un service créé en 2021 par la France pour surveiller les ingérences numériques étrangères. Viginum a établi le lien entre ce mystérieux groupe de Bakou et l'entourage du président Aliyev, avec des campagnes numériques résolument hostiles à la France sur le sujet de l'outre-mer, mais aussi de la Corse ou encore des Jeux Olympiques de Paris, avec des images manipulées, de fausses informations sur de supposés assassinats d'indépendantistes calédoniens par les forces de l'ordre françaises, ou encore de fausses images d'émeutes à Paris pour dissuader les touristes étrangers de venir participer à la fête olympique. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. À bientôt.